7h45 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité, c'est Charles Marinakis. Bonjour, vous êtes le président de Century 21 en France. On va parler de cet immobilier qui continue de se porter, de se reprendre au fur et à mesure des mois. Ça se voit notamment sur l'ancien, c'est toujours compliqué évidemment sur le neuf. Mais avant, vous n'échapperez pas aux discussions budgétaires, notamment qui concernent votre secteur. On était sur les questions d'héritage ce matin avec cet amendement Kasbarian qui est passé hier, qui a été voté et qui va permettre d'affecter 100 000 euros directement à l'acquisition de la résidence principale quand ça vient des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Bon, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est surtout une très bonne nouvelle pour les primo-accédants parce que c'est à cette catégorie d'acquéreurs que cette possibilité sera réservée. C'était un dispositif qui existait déjà dans le neuf, qu'ils ont étendu dans l'ancien. Ça veut dire que si votre famille en a les moyens, elle pourra vous donner, au sens de la donation, ça veut dire en exonération de droits de succession, la somme de 100 000 euros pour vous aider à faire l'acquisition de votre résidence principale et ce sera limité à la résidence principale. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour le marché. Ça va continuer à le tonifier, même s'il s'était naturellement rééquilibré depuis 18 mois maintenant. Là, le sujet, c'est l'apport personnel qui parfois fait défaut quand même quand vous arrivez sur le marché. Les prix d'immobilier ayant monté de manière très significative, comme vous le savez, et les taux se situant toujours entre 3,2 et 3,5, eh bien ça prive un certain nombre de primo-accédants d'accession à la propriété. S'ils augmentent leur rapport personnel, ce qui pourra être le cas avec cette donation, eh bien par définition, leur quotité d'emprunt va baisser et donc ils vont revenir dans des mensualités qui sont compatibles avec leurs revenus. Autre sujet, la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Au-delà de la question du nom, ça a été donc adopté à l'Assemblée. Est-ce que ça change quelque chose pour les détenteurs de patrimoine immobilier ? De nouveau, ça dépend ce qu'on appelle improductif. Est-ce que typiquement, si j'investis dans un appartement et que je le loue, est-ce que c'est quelque chose d'improductif ou de productif ? Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'emballer là-dessus. D'abord, je n'ai pas l'impression que cet amendement-là, notamment lorsqu'il va être confronté à l'utilisation de l'assurance vie, va peut-être perdurer. Et ensuite, dans l'investissement locatif, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'improductif. C'est-à-dire que déjà que c'est compliqué la location, si vous expliquez à un investisseur que quand il achète un appartement et qu'il le met à disposition des Français qui ont besoin de se louer, c'est un investissement improductif, là, ça va être encore un peu plus compliqué. Donc, je crois qu'il faut définir les contours de ce que le gouvernement imagine comme étant improductif, et puis on verra à ce moment-là ce que ça donnera. Mais bon, pour l'instant, ça, il se passe tellement de choses. Vous attendez quoi ? Oui, en fait, moi, je suis l'actualité, c'est d'une minute à l'autre. Tout bouge, les lignes bougent. Un jour, c'est comme ça. Mais là, vous avez vu le statut du bailleur privé. Alors maintenant, c'est 80% de la valeur à 3,5%, limité à 10 000 euros. Donc, tous les jours, il sort un nouveau dispositif. Qui, pour l'instant, alors celui-là sur la donation a été voté, les autres ne sont pas encore votés. Donc, moi, je crois qu'il faut raison garder, attendre de voir ce qui va se passer. Regardez, la taxe Zuckman, ça a occupé les médias pendant 15 jours. Mais comment vous regardez ces débats ? Vous les regardez avec... Avec beaucoup de distance. Et de précaution, parce que d'abord, moi j'observe deux choses. Nous, on a une chance incroyable. Cela que nous pensions comme étant quelque chose qui nous pénalisait, ça se retrouve comme quelque chose qui nous favorise aujourd'hui. Autrement dit, vous vous souvenez, sur ce plateau, j'ai souvent dit que l'immobilier résidentiel ancien, je parle que de ça, du marché de la transaction, il avait cette capacité à s'autoréguler depuis la nuit des temps. Il vient d'en faire encore la démonstration. Il s'est autorégulé entre juin 2022 et la fin 2024. Il a retrouvé une stabilité à la fois des prix et des taux. C'est aussi parce qu'il est à l'abri de l'accompagnement fiscal. En fait, on n'a pas de dispositif dans l'immobilier ancien. Et le fait que nous soyons un peu à l'abri de ces dispositifs fait qu'aujourd'hui, les turpitudes politiques et les différentes manipulations fiscales, etc., on y échappe un peu parce qu'on n'était pas concerné au départ et on n'est toujours pas concerné à l'arrivée. Voilà. Donc on est un peu protégé finalement. Quelque chose dont on pouvait se plaindre il y a quelques années nous met un petit peu à l'abri de ces turpitudes. Sauf que quand on vous fait PTZ ou pas PTZ, ça change quand même beaucoup de choses. Pour le coup, ça complète l'apport personnel. Donc c'est un véritable dispositif dont on voit bien qu'il est tourné à la fois vers les primo-accédants, parce que là aussi c'est sous condition de revenus et c'est aussi sous condition de mise en conformité énergétique. Donc c'est un bon dispositif. C'est aussi d'ailleurs l'agrégat de ces petits dispositifs qui ont permis au marché de se dynamiser, si vous voulez. Mais reconnaissons que l'importance du PTZ n'a pas le même poids dans la transaction de l'ancien qu'il en a eu dans le neuf. Voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement,
Bon, ben, bon an, ballon, on se débrouille un peu tout seul, voilà, et puis ça se passe pas si mal que ça. Ce marché de l'ancien, sur les 10 premiers mois de l'année, les volumes sont en hausse de 10% pour les maisons, 8% pour les appartements, des prix en hausse de 1,6. C'est ça que vous appelez une stabilisation. Exactement. Et un marché qui se régule. Exactement, vous avez des prix qui augmentent, mais qui augmentent raisonnablement et très légèrement autour de 1,5%, des volumes qui regardent de la tonicité, plus 10%. On voit bien quand même, dès qu'on dépasse 2 chiffres, c'est des marchés qui sont toniques quand même. Voilà, ils sont toniques, des taux dont vous avez vu qui sont relativement stables depuis quelques mois maintenant. C'est ce que j'appelle un marché qui s'est rééquilibré naturellement. Oublions jamais que nous avons tous la contrainte du Haut Conseil à la stabilité financière qui fait que vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus. À partir du moment où vous avez ce plancher, bah, l'équation elle est assez simple à déterminer, des prix qui sont maîtrisés, des taux qui sont maîtrisés. Du coup, ça donne une tonicité au marché qui est revenu à un marché qui probablement va dépasser les 900 000 transactions cette année, ce qui sera une très belle performance. Ça n'empêche pas que sur le locatif, on a toujours une crise qui dure et qui est assez grave, qui permet de ne pas loger une partie de la population. Là, ce statut du bailleur privé, vous dites ça change tout le temps. Il faut qu'il y en ait un rapidement. C'est essentiel pour le marché. Ah, c'est urgentissime pour le marché. Je crois que, alors je ne vais pas me substituer à mes amis promoteurs, ils sont dans une souffrance absolue, vous le savez. Mais ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui veulent se loger aujourd'hui en France. C'est devenu mission quasiment impossible, on le sait. Et on voit que ce dispositif, il a du mal à accoucher, que finalement, il y a des tergiversations, parce que tout le monde considère que le bailleur, c'est le méchant investisseur qui a un gros patrimoine immobilier. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est caricatural comme descriptif, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans des petits locatifs pour compléter leur retraite. Et c'est eux qu'il faut protéger dans l'absolu. Hein. Eux, ils échappent à l'IFI ou à l'impôt, voilà. Mais voilà, donc je pense que c'est ces gens-là qu'il faut favoriser, de l'investissement locatif de proximité, des choses simples, et qu'on puisse remettre des logements, si vous voulez, à disposition des Français. Je suis tombé sur une étude qui m'a vraiment beaucoup perturbé. Vous avez vu que le taux de natalité en France a baissé de 20%. C'est beaucoup, hein, 20%. On est passé, grosso modo, de 800 000 naissances en France par an à 600 000. Vous savez quelle est la première raison pour laquelle les Français font pas d'enfants ? Le logement. Le logement. Le logement. C'est-à-dire que le logement, c'est central, c'est le cœur de la famille, c'est ce qui vous stabilise, c'est ce qui vous abrite. C'est aussi 30 à 35% de vos revenus. Donc, je ne comprends pas que les gouvernements successifs, quelles que soient leurs orientations politiques, ne s'emparent pas de ce sujet qui est essentiel pour la France et pour la construction de la société française. Voilà. Et ça doit être une priorité absolue. Et là, on voit encore qu'on met un temps fou à créer un statut du bailleur privé alors qu'il y a des dispositifs qui pourraient être très simples. Voilà. Moi, je pense que le logement est sous-considéré, même si, on a eu quand même, je crois, 9 ministres du logement en 7 ans. Donc c'est difficile aussi d'avoir une politique sur le long terme quand il y a autant de mouvements dans le monde politique.